Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Les hommes deviennent femmes, les femmes deviennent hommes, les brigands deviennent politiciens, les recalés du concours de la police deviennent vigiles. Le devenir de l'humanité est un questionnement qui n'est pas évident à faire vu les déviances auxquelles nous sommes exposés. Il devient ardu de se projeter dans l'avenir puisque tous les repères et codes qui ont fait notre éducation sont en train de basculer. Basculer avec nous pour arriver jusqu'au week-end, je vais vous le traduire, surtout pas d'inquiétude. Le temps de visionner La France Libre, une émission proposée par le CTF-CH, et le week-end ne sera tardé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Yota. Bonsoir. Bonsoir à tous. Malheureusement, Yota toujours noirci pour des raisons techniques, mais on la retrouvera bientôt dans Chair et en os et visible. Ce sera très agréable. Pour l'instant, ben voilà, on est en 3, 4, 5 ce soir, c'est bien. Et donc, on va céder la parole aux personnes qui ont de l'actualité. Je crois que Bruno a des choses à nous dire. Oui, merci Philippe et bonjour à tous et à toutes. Moi j'ai quelque chose de tout simple à dire. J'étais hier soir au téléphone avec un monsieur qui est dans les affaires en Argentine et il était en train de m'expliquer que le nouveau président Xavier Milei, qui d'ailleurs s'est fait remarquer énormément quand il a réussi à se faire inviter au forum de Davos, où il a sorti un discours absolument incendiaire contre tout le nouvel ordre mondial et allant complètement à l'opposé de ce que fait ce cher monsieur Schwab. Et en ce moment, en Argentine, il est en train de faire le ménage sous forme d'un audit qui est en train de démasquer et de démontrer tout ce qu'il y a pu y avoir comme détournement de fonds, comme gaspillage et comme système, je dirais, quasi mafieux dans tout le pays. Alors, évidemment, il y a des grincements de dents dans ce pays, mais je pense que l'économie risque de redémarrer dans le bon sens. Et c'est exactement ce que nous voulons faire au niveau du Conseil national de transition français Canal historique. Au moment de la transition, on commencera par un audit général du pays. Et là, on aura sûrement des bonnes surprises en ce qui concerne l'argent qui pourra être récupéré pour le peuple. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Yes. Alors, est-ce que nous avons de l'actualité en images ? Absolument, de l'actualité en images, nous allons parler encore une fois des chemtrails et on se retrouve juste après. Tout commence dans les années 1990. Il y a des gens qui, quand ils lèvent les yeux dans le ciel, ils trouvent qu'il y a des choses bizarres. Alors bien sûr, ils sont pas idiots, ils sont pas bêtes, ils savent bien que dans le ciel, derrière les avions, il y a des traînées, comme des nuages, qu'on appelle en anglais des contrails, des traînées de condensation, qui sont produites évidemment par le différentiel de chaleur entre le moteur brûlant évidemment de l'avion et la haute altitude, il fait très froid, et donc la rencontre entre les deux, ça fait ces espèces de filets qu'on voit derrière les avions. Mais ces gens-là trouvent qu'il y a des formes qui sont moins évidentes que d'autres, plus bizarres. Ces formes, elles sont souvent plus larges et elles restent plus longtemps dans les airs. Et c'est ainsi que va naître une hypothèse. Cette hypothèse, c'est que à côté des contrails, donc ces traînées de condensation, il y a aussi ce qu'on appelle des chemtrails. Chemical trails traînées. Pour certains, les avions balancent des métaux lourds du type barium, avec un objectif qui fait froid dans le dos, c'est d'entraîner la stérilisation de la population, que les femmes et les hommes ne puissent plus faire d'enfants. Et ils disent d'ailleurs, les gens, regardez, autour de vous, vous avez de plus en plus de gens qui ont du mal à faire des enfants, on doit avoir recours à la PMA par exemple, parce que il y a dans l'atmosphère, dans les sols, dans l'eau, du barium notamment, ce métaux lourd. Ce serait donc les gouvernements qui auraient cette méthode, évidemment secrète, pour éviter la surpopulation. Il y a d'autres gens qui disent, en fait, le responsable, c'est Monsanto. Monsanto est spécialisé dans les pesticides et les OGM. L'idée, ce serait que Monsanto utilise des avions pour balancer alors on ne sait pas très bien, des produits chimiques qui détruiraient les cultures traditionnelles et notamment les cultures bio. Et évidemment, les seules cultures qui résisteraient à ces envois chimiques, ce sont, vous l'avez bien compris, les produits Monsanto. Il y a une troisième hypothèse, qui alors là, pour le coup, celle-ci, elle est moins désastreuse, parce que, en fait, elle est plutôt favorable pour la planète. L'idée, c'est de dire, en fait, c'est de la géo-ingénierie. C'est-à-dire que
on va très haut pour trouver des solutions au réchauffement climatique. Et on balance ces gaz, ces produits chimiques, pour détourner les rayons du soleil, pour qu'ils tapent moins fort, ou même peut-être qu'ils évitent la planète, afin d'éviter le réchauffement climatique. Donc il y a une série d'hypothèses, une série de rumeurs auxquelles certains croient mordicus autour de ces fameux chemtrails, traînées chimiques. Alors moi j'ai essayé de comprendre pourquoi cette rumeur, elle tient autant. D'abord parce que, effectivement, par le passé, et même dans le présent, on utilise parfois les avions pour répandre des saloperies sur la planète. Regardez autour, sur les champs ou sur les vignes, vous avez des petits avions qui passent et qui déversent des engrais chimiques, énormément d'engrais chimiques, de pesticides sur les sols. Ça existe. On sait aussi, pendant la guerre du Vietnam, que les Américains, pour débusquer les combattants du Viet Minh, ils ont balancé ce qu'on appelle de l'agent orange, à savoir un herbicide terrible, pour détruire la forêt, pour pouvoir mieux combattre contre ses adversaires qui utilisaient la forêt pour se cacher. On a déjà utilisé les avions pour ça. Et puis tout à l'heure, je parlais de géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est pas un fantasme de complotiste. Ça existe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent des solutions dans la très haute altitude, au-dessus de l'atmosphère même, pour résoudre le problème du réchauffement climatique. On sait aussi qu'on est capable aujourd'hui de faire pleuvoir, de déplacer des nuages. Ah, la théorie du complot, ça n'a pas fini de créer des hypothèses. Ah voilà, donc ce qui est remarquable dans ce témoignage qui est bien fait, qui est objectif, mais qui manque de complémentarité, c'est-à-dire que ce qu'on aimerait bien connaître, c'est l'avis des autorités, tout simplement. C'est pas à nous de fantasmer pour dire je crois que tel chemtrails contient du barium ou contient un poison quelconque. On n'est pas là pour ça, on n'en a pas les moyens. Par contre, c'est au pouvoir public de nous garantir qu'effectivement cette anomalie, puisque c'est pas quelque chose de normal a priori, puisque pas tous les avions ont la même forme de traînée. Et effectivement, il y a deux types de traînées très distinctes qu'on peut distinguer très simplement les uns des autres. Donc ce qu'on voudrait savoir, c'est si les pouvoirs publics peuvent nous répondre. Or, ils répondent une seule chose. Quand on leur pose la question et qu'on les agace suffisamment pour qu'ils veuillent bien y répondre, mais c'est des contrails en fait. C'est de la condensation. Point barre. On a beau leur demander de bien vouloir lever la tête pour vérifier avec nous que ça n'est pas que de la condensation, mais c'est forcément autre chose et qu'on aimerait savoir quoi. Ils rechignent à lever la tête. J'en ai entendu qui disaient qu'ils avaient mal au cou quand ils levaient la tête. Donc, il y a une omerta, évidemment. Alors, soit de gens qui ne sont pas au courant et qui, lorsqu'ils font remonter l'information au-dessus d'eux dans leur hiérarchie, que ce soit les pouvoirs civils ou les pouvoirs militaires, parce qu'en l'occurrence, tout ce qui est aiguillage dans le ciel, ça passe par l'armée, à ma connaissance, ou en tout cas, c'est autorisé par l'armée. Qui, à mon avis aussi, doit être un peu concerné pour tout ce qui concerne les épandages, parce qu'on parle d'épandage, le mot qui n'est pas prononcé, c'est celui-ci. Il y a des épandages tout à fait positifs, en tout cas réputés positifs pour l'agriculture, dont il a donné un exemple, avec des produits Monsanto qui seraient plus ou moins protégés, etc. Ça, c'est de l'élucubration. Je ne sais pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. Mais les militaires sont censés savoir qu'un avion, c'est pas censé lâcher de l'épandage sans une autorisation de la part des autorités civiles et militaires. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Or là, rien. Silence radio, si je puis dire. On n'a aucune information sur le sujet, et ceci depuis des années. À part des théories, à part des réunions entre gens très savants qui nous expliquent qu'effectivement c'est fait pour nous tuer, c'est fait pour réduire notre naissance, etc. Alors sur la réduction des naissances, j'ai aussi un commentaire. Comment dire, c'est un constat de voir qu'il y a de moins en moins de femmes enceintes, de moins en moins de reproduction, et les médecins tiennent des statistiques dans ce sens qui sont tout à fait capables de nous démontrer qu'effectivement il y a de moins en moins de femmes enceintes et de reproduction. La question, c'est que beaucoup de personnes essayent d'avoir des enfants et n'y arrivent pas. Et souvent, plutôt que de dire « nous n'arrivons pas à avoir un enfant », je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui préfèrent dire « nous ne voulons pas d'enfants dans ce monde si terrible ». Alors, c'est un demi-aveu qui consiste à dire « je n'arrive pas à avoir des enfants, mais je veux pas communiquer là-dessus parce que j'ai pas envie de passer pour quelqu'un de stérile, quelqu'un de pas normal, quelqu'un qui a pas de chance, quelqu'un qui a encore fait une connerie dans sa vie, etc., etc. Donc, je cache le phénomène en disant « je ne veux pas faire d'enfants ». On n'en veut pas parce que finalement, ce monde est trop terrible pour les enfants. Donc, il y a une difficulté à évaluer les raisons pour lesquelles.
les raisons pour lesquelles il y a une forme de stérilité, c'est-à-dire que on ne sait pas si ça vient de madame ou si ça vient de monsieur ou des deux, mais on n'arrive pas à faire des enfants, ou beaucoup moins qu'avant. Voilà. Donc voilà, donc tout ça alimente un fantasme selon lequel effectivement ces épandages pourraient être néfastes, y compris à la reproduction. Mais ce qui est vrai, c'est que un pays souverain, je dirais, dont les habitants seraient souverains de leurs décisions et de leurs choix, eh bien, on devrait pouvoir connaître la vérité sur ce qui se passe vraiment. Or, on ne l'a pas. Ça, c'est le constat de fait. On l'aura sûrement pas. Oui. Nous t'écoutons, Bruno. Oui, alors Philippe, je voulais rajouter tout ce que tu viens de dire, que en fait, il y a des choses qui ont été prouvées et qui ont été dites au grand jour, c'est qu'on a utilisé souvent des épandages de cristaux très fins de différents sels pour provoquer la pluie dans des zones désertiques. C'est-à-dire, à partir du moment où ces cristaux sont répandus dans les nuages, ça permet de faire de la condensation et à ce moment-là, ça crée ça crée de la condensation de gouttes qui permettent de favoriser, de déclencher la pluie. Donc ça a été fait déjà pas mal de fois et ça a été fait au grand jour. Mais effectivement, comme on vient de voir et comme tu le dis, il y a énormément d'autres types d'épandages dont on ne sait absolument rien. Oui, Voilà. Jean-Pierre. Merci. Alors, je vais commencer par ce qui m'est essentiel. Et ce qui m'est essentiel, c'est Shalom, Salam Alaikum, Shanti, paix en moi, paix avec vous, paix pour le monde entier. Voilà. L'essentiel étant dit, je me sens très, très triste que des humains aient réussi à croire que la science, c'est quelque chose d'inaccessible pour le peuple. L'attitude scientifique consiste à observer sans jugement. Et quelqu'un a dit que c'était la plus haute forme d'intelligence humaine. Observer sans jugement. Après, on peut bâtir des théories, mais c'est là qu'on commence à sortir de la science. La science, c'est vraiment l'observation sans jugement. Et c'est à la portée de tout le monde, y compris de l'être le plus simple. Et on nous fait croire qu'il faut chercher très là-haut dans le ciel ou très loin de nous pour arriver à changer le climat. Il suffit de vivre en harmonie avec la nature pour coopérer. Et ça, c'est encore à la portée de tout le monde, et surtout des gens simples. Je vous rappelle que le simple, c'est une plante qui guérit. Pourquoi elle guérit? Parce qu'elle est simple, justement. Et évidemment, on a même supprimé les herboristes. Le mot herboriste a été supprimé des dictionnaires. On n'avait plus le droit d'être herboriste. Ça a été remis par la suite. Mais on leur a demandé une sorte d'allégeance, de ne pas donner n'importe quelle plante, etc. Bon. Enfin, en tous les cas, de ne pas donner certaines plantes qui guérissaient un peu trop bien. Alors, donc, je me sens triste. Oui, parce que j'ai besoin de vérité. Et la vérité, je viens la chercher au Conseil national de transition français, canal historique. C'est là que j'ai trouvé des gens capables d'entendre la vérité, que je voulais bien leur dire quand j'en connaissais un petit bout, et capables aussi de donner leur vérité, de la donner simplement, avec gentillesse, avec prévenance. Merci. Alors, puisque tu as parlé du mot simple, je voudrais rebondir sur le fait que dans l'hérésie cathare dont on a tous entendu parler, qui a démarré au XIIIe siècle, les gens s'appelaient entre eux des simples. Nous sommes les simples. Alors, quand ils arrivaient à la fin d'une vie et qu'ils avaient été particulièrement vertueux, on les appelait les parfaits. Voilà. C'est entre simple et parfait. Donc, c'est juste pour rejoindre ce que tu disais. Voilà. Je dois ajouter à ce que tu dis, Philippe, que je connais bien les Cathares, qui en fait ne sont pas du tout, ce ne sont pas vraiment une hérésie. Quand on regarde un peu leur histoire, c'est qu'ils sont venus par les Balkans et qu'à l'origine, c'était vraiment les descendants les plus proches de l'idéologie initiale du christianisme, c'est-à-dire les pensées, les paroles de Jésus-Christ non modifiées et non récupérées par une oligarchie. C'est pour ça qu'ils étaient tellement gênants pour le pouvoir de l'époque. Boum. Et une pierre de plus dans l'histoire. C'est parfait.
Allez, on va pas perdre de temps en futilité. Je vais pas raconter n'importe quoi. Je vais introduire le sujet de ce soir, à savoir, les politiciens, les dirigeants en France sont absolument en roue libre. Ça se passe de façon assez incroyable. Alors forcément, il y a quelque chose qui s'impose. Bah oui, la transition entre la République corrompue avec une vraie démocratie. Et justement, après la transition avec le CNTF-CH, que va-t-il se passer? Alors Sylvain, moi je vais commencer tout de suite le sujet par une boutade. Pierre Dac disait à la triple question que l'homme se pose depuis longtemps, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? Je réponds en ce qui me concerne personnellement, je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Alors ça c'est un petit peu pour rigoler au début, mais je pense il faut avoir de l'humour et il faut en même temps être très positif et très optimiste. Pourquoi? Parce que, comme le dira très bien Iota qui est avec nous en ce moment, il y a 2500 ans, dans la Grèce ancienne à Athènes, il y a eu une période de 140 ans où le peuple avait vraiment le pouvoir. Et on a vu ce que ça a pu donner comme résultat, à tel point qu'aujourd'hui, dans notre civilisation, on est encore les héritiers de la civilisation grecque. Il suffit de voir ce qui s'est passé il y a quelques jours avec la flamme olympique qui a été allumée. Où ça? Eh bien, justement, à Olympie, en Grèce. Donc, c'est encore les rebondissements de ce qui s'est passé à l'époque, mais qui nous a été souvent caché par toute l'oligarchie. Oui, Sylvain? Est-ce que vous avez vu la personne qui va porter la flamme olympique ici en France? Non. Ah bah je vous laisse découvrir. Franchement, ça va être exceptionnel. D'accord. Bon, bah, voilà, les spectateurs se font une idée. Alors je vais continuer par rapport à tout ça en disant que nous, au Conseil national de transition français canal historique, on a compris que pour changer le système et pour passer d'un système qui est complètement dégénéré, complètement corrompu, avec une oligarchie qui contrôle tout, eh bien, il faut une certaine transition parce que il faut que le peuple prenne le temps de s'organiser pour pouvoir avoir des structures nouvelles qui permettent réellement au peuple d'avoir le pouvoir et surtout de le garder. Parce que ce qui s'est passé à l'époque de la Grèce ancienne, c'est qu'au bout d'un moment, malheureusement, la démocratie n'a duré que 140 ans donc les oligarques ont fini par gagner. Donc nous, si on veut éviter ça, eh bien, il va falloir qu'on mette en place une structure et un programme tel que nous l'avons déjà préparé qui permettent d'avoir des garde-fous à tous les niveaux, c'est-à-dire d'éviter que les oligarques ou les politiciens tentent ou essayent ou arrivent à reprendre le pouvoir. Donc, pendant une transition de 2 à 3 ans, on va tout faire pour que le peuple ait des institutions qui soient solides, stables et contrôlées par le peuple lui-même, c'est-à-dire à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la justice, au niveau de l'exécutif, au niveau du législatif, il y aura un autocontrôle permanent par le peuple. Et évidemment, après un audit au départ de la transition qui permettra de stopper tous les détournements de fonds, toutes les magouilles, tous les doublons et tous les systèmes qui ne fonctionnent pas actuellement. Et alors, à partir du moment où cette transition va arriver à la fin, eh bien, on aura une commission constituante qui va préparer une nouvelle constitution. Et là, le peuple décidera. Le peuple décidera par référendum si ce que nous avons préparé et mis en place a fonctionné ou pas. Et si ça a fonctionné, à partir de là, eh bien, on pense que on va s'orienter non pas vers quelque chose qui ne durera que 2 à 3 ans ou même 140 ans. On passera dans une nouvelle forme de civilisation que on pourrait appeler, mais sans exagérer, une période vraiment de prospérité. Parce qu'on pourra redonner au pays vraiment sa prospérité et au peuple sa fierté et son indépendance. Parce que là, on aura été jugé, tout le système qui aura été mis en place par le CNTF-CH aura été jugé par le peuple. Alors qu'actuellement, les politiciens ne sont jamais jugés par le peuple. Même au moment des élections, de toute façon, quand on change de président, ou quand on change d'assemblée, de toute façon, les promesses qu'ils disent ne sont jamais, jamais tenues. Tandis que nous, on sera jugé sur les faits, on sera jugé sur ce qu'on aura réalisé ou pas. Merci. Je peux me permettre de prendre la suite. Voilà. Donc nous, on est quelquefois challengés sur la question suivante, mais qui va décider lorsqu'on sera dans la période de transition, de justement mettre en œuvre cette consultation populaire pour faire en sorte que, est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là un risque
de prise de pouvoir par ceux qui auront animé les 2 ans de transition et qui tout naturellement seront en vue et pourront risquer d'être intéressés à prendre le pouvoir pour eux-mêmes. Bah non, parce que ça marche pas comme ça. Il faudrait d'abord retourner, je pense, à ce fameux 5e siècle avant Jésus-Christ pour expliquer comment les Grecs ont vécu ce passage. Parce qu'il y a un moment donné, il y a un passage, quoi. On passe de l'oligarchie à la démocratie. Par quel tour de passe-passe? Alors, je voudrais laisser la parole sur ce sujet à Iota, et notamment sur la personnalité de ce monsieur étrange qui s'appelle Ephialtis, dont l'histoire n'a pas retenu ou très peu le nom, et qui pourtant mérite d'être retenu, puisque c'est l'homme qui, a fait une chose importante, c'est-à-dire que dans les assemblées, avant la démocratie, je dis bien juste avant la démocratie, a su parler de la démocratie et a su faire des procès aux oligarques qui le méritaient, bien entendu, mais il ne les a pas lâchés à coups de procès pendant plus d'une vingtaine d'années, et pendant 20 ans, il a expliqué ce que serait la future démocratie aux Grecs, aux gens qui venaient aux assemblées qui existaient déjà, mais qui n'avait pas toutes les prérogatives. Et donc, il a passé du temps, et à un moment donné, il a eu l'opportunité, dans le détail dans lequel je ne veux pas rentrer, mais je vais laisser la parole à Iota, il a eu l'opportunité d'offrir comme un cadeau au peuple cette fameuse démocratie. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que ce passage s'est fait, Iota, s'il te plaît? Ah, bonjour les amis. Alors Philippe, j'aime beaucoup ta métaphore. Il l'a offert comme un cadeau au peuple. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Voilà. Donc, il faut savoir que le peuple, à cette époque-là, donc on parle du 8e, du 7e, du 6e, du 5e et du 4e siècle avant Jésus-Christ. Il faut savoir qu'à cette époque-là, donc au début de cette période, les gens étaient esclaves. Et c'est petit à petit, à travers des centaines d'années d'expérience, que les gens sont arrivés un jour à pouvoir accepter d'exécuter le pouvoir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu plusieurs transitions, évidemment, et ça allait un peu de dizaines d'années en dizaines d'années. Il y a eu plusieurs transitions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ces transitions allaient vers un changement total du système. C'est-à-dire qu'on coupait par la racine le système oligarchique, on lui soustrayait les 75% de ses pouvoirs, et ces pouvoirs-là devaient être exécutés par le peuple. C'est ce qui est arrivé donc en moins 462. Le peuple a été assez fort, avait assez de connaissances dans l'organisation et dans les organismes particuliers qui forment un gouvernement. Et donc, ils sont arrivés à un moment donné dans une transition qui leur a permis de passer d'esclaves à hommes libres. Et c'est donc là, c'est ça qui se passe dans une transition, c'est-à-dire que vous, en tant que Français, aujourd'hui, vous devriez décider aujourd'hui si vous voulez réformer ce système ou si vous voulez totalement changer ce système. Si on parle donc de changer totalement le système, c'est ce qui s'est passé en moins 462. Si on pense à ce changement total, il faut que le peuple arrive à exécuter au moins l'organisme juridique, l'organisme des lois et l'organisme de l'exécution. Et ça, c'est primordial. Ça, donc, c'est pour une transition pour aller vers une vraie démocratie. Par contre, à côté, il peut y avoir une transition, et des transitions comme ça, il y en a eu plein dans l'histoire. Et donc, on passe d'une oligarchie à une réforme de ce système oligarchique. Ce qui fait évidemment qu'on recule, on avance, on recule, on avance, et on reste toujours dans le système oligarchique. Donc, il faut voir et il faut peser aujourd'hui les choses les plus importantes, c'est-à-dire que nous sommes une démographie assez grande et qui veulent la diminuer. Et donc, nous devons penser à notre organisation intérieure, de comment nous organiser
de manière à montrer donc qu'il va y avoir une transition qui ne sera pas une réforme. Il faut savoir que dans le mot transition, eh bien, c'est une expérience. On ne peut donc pas fixer énormément de choses. Et ce sera vraiment à la volonté des peuples de décider s'ils ont envie d'aller vers plus de démocratie, ce qui veut dire qu'ils doivent tous appliquer leur démocratie dans leur mairie quotidiennement et qui implique donc un retravail et une réorganisation. Maintenant, si on prend la deuxième partie, c'est-à-dire que ce serait des réformes de ces systèmes oligarchiques, eh bien, mon Dieu, essayez de mettre plus de contrôle si jamais ça se passe comme ça. Donc, de les contrôler plus et de voir effectivement que en les contrôlant, tout soudainement, nos finances vont devenir meilleures, nous aurons des budgets que nous pourrons départager. Et voilà, donc c'est un petit peu à la décision du peuple, Philippe, cette histoire-là. Par contre, dans la Grèce ancienne, c'était très différent parce que l'état d'esclave était très clair et l'état d'homme libre était très clair aussi. Donc, on ne parle pas d'un peuple là, on parle de citoyens qui sont nés, qui sont complètement nés avec le mot liberté dans la bouche et la création en définitive. Donc voilà, il faut que notre société se soigne un petit peu, qu'elle voie les priorités, qu'elle puisse mettre en balance est-ce qu'on peut réformer ce système ou pas, ou qu'elle décide carrément de s'activer comme un démocrate, un vrai démocrate et pas la démocratie dont il parle aujourd'hui, qui n'est que la République, hein, nous l'avons déjà dit. Voilà les amis. Oui, Bruno. Alors, Bueno, Iota, vas-y. la question qu'on peut se poser, c'est si on arrive, en supposant qu'on arrive, comme on va le faire, et j'en suis convaincu, à une transition et que cette transition fonctionne correctement. Comment faire pour éviter qu'il nous arrive la même chose qu'à Athènes il y a 140 ans, c'est-à-dire que les oligarques finissent quand même par reprendre le pouvoir? Quel garde-fou, quels moyens on doit utiliser au XXIe siècle pour véritablement verrouiller cette démocratie et éviter qu'elle ne dure qu'un temps très court? Mais je pense, Bruno, que ce qui va se passer, c'est que ces oligarques, enfin, cette oligarchie et ces marionnettes, qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est eux-mêmes qui s'isolent petit à petit de la société. Donc, c'est eux qui continuent dans l'arrière-scène à reculer. Et c'est le peuple qui va devoir prendre, les peuples de tous les pays qui devront prendre des initiatives obligatoirement. Donc, à mon avis, nous n'avons pas grand-chose à faire pour que cette oligarchie se casse la figure dans pas très longtemps et que eux-mêmes fassent marche arrière. Ils sont tous en train de construire des bunkers et tout ça pour s'isoler parce que bientôt ils considéreront que nous sommes la, la, la pègre. Nous serons tous corrompus, nous sommes tous contrôlés tout le temps, on ne peut plus bouger sur la planète et ils sont au courant de tout. Et donc voilà, il y a deux mondes qui vont se créer et ces deux mondes-là, eh bien nous, on ne doit pas s'occuper de l'oligarchie, on doit s'occuper de nous réorganiser entre nous. Plus logiquement, en se disant, voilà, disons que les grands chefs, ils partent et que les autres continuent les organismes de l'État ainsi que son travail chacun, on continue et on s'organise entre nous. Maintenant, évidemment, ils peuvent nous mettre des bombes, ils peuvent nous faire des attentats, ils peuvent nous faire plein de choses. Eh bien, il faut garder son sang-froid là-dedans. Je ne sais pas quelle est l'autre attitude à adopter pour obtenir un cessez-le-feu ou... Iota, on peut peut-être penser qu'après 2 ou 3 ans de transition où le peuple se sera rendu compte de ce qu'il est capable de faire, où tous les individus auront enfin droit à la parole et où le pays commencera à se redresser, on peut supposer que les gens n'auront plus envie de revenir en arrière. Donc, quand ils auront goûté à la vraie démocratie,
surtout au XXIe siècle où nous avons maintenant les réseaux sociaux et tous les moyens de communication qui n'existaient pas dans la Grèce ancienne, je pense que le système devrait arriver à s'auto-entretenir et que le peuple ne voudra plus jamais revenir en arrière. En tout cas, Bruno, quand le peuple réussit à exécuter le pouvoir, l'oligarchie doit beaucoup se battre pour reprendre ce pouvoir. Et c'est ce que mon livre démontre un petit peu, c'est toutes les guerres et tous les coups d'État que l'oligarchie a fait tout le temps, sans arrêt, durant les 300 ans ou les même 145 ans, 140 ans, pardon. Eh bien, oui, logiquement, l'oligarchie va continuer à combattre, c'est son objectif, mais il a été prouvé que les anciens Athéniens et les anciens démocrates, on a dû les combattre avec beaucoup de difficultés pendant beaucoup d'années pour qu'ils finissent par perdre leur pouvoir en 322 avec l'avènement d'Alexandre le Grand et de l'oligarchie macédonienne à l'époque qui s'installait sur toute la Grèce. D'autant plus que d'anciens oligarques peuvent très bien se rendre compte que la démocratie n'est pas si mauvaise pour eux aussi. Ben, on les appelle les oligarques modérés, Bruno. Il y en a toujours eu dans l'histoire et on compte sur eux, évidemment, pour donner des coups de main aux futurs citoyens que nous allons devenir sur cette planète. Dans la Grèce antique, il y a donc eu Périclès, qui a été très nettement dans ce cas-là, puisqu'il a géré les intérêts du peuple et donc de la démocratie pendant 3 fois 10 ans. Et puis finalement, il est mort pendant une de ces guerres des suites d'une maladie. Et puis ce que je voulais dire, c'est que nous sommes ici en train de discuter, là, nous sommes à la préparation de la partie transition, en fait. La transition, elle n'a pas encore lieu, puisque la bascule n'a pas eu lieu. Mais notre job, c'est le même que celui qu'a eu Monsieur Ephialtis, dont on citait tout à l'heure, qui pendant 20 ans, je l'ai dit, a informé les Grecs de toutes les Athéniens de toutes les façons possibles sur la meilleure façon de faire démocratie, ce qui fait qu'ils n'ont pas été surpris au moment où on leur a proposé cette démocratie. Ben nous, c'est ce qu'on fait. Hein. On essaye d'informer les gens déjà sur le sens réel de ce que c'est qu'une démocratie, donc pas de représentation politique, tirage au sort, ce sont les b.a.-ba, les 2 piliers de la démocratie, et aujourd'hui on ne nous en parle jamais, évidemment, puisque ce sont des piliers qui sont très gênants pour les oligarchies en place, qui préfèrent nous vendre à la place de la démocratie, qui préfèrent nous vendre de la République, qu'on peut numéroter d'ailleurs, hein, de 1 à l'infini. Pour l'instant, on est à la 5e. Voilà, et ça peut durer toute la vie. Ben non, nous on dit stop, on dit on arrête de faire comme ça. Donc qu'est-ce qui va se passer après la transition? Ben, ça sera le fruit de la réussite plus ou moins spectaculaire de l'installation et de la transition qu'on aura mise en place et dont que nous avons réfléchi à l'avance depuis des années maintenant, on peut le dire, en groupe, c'est-à-dire que nous ne sommes pas un homme seul dans un coin qui a travaillé tout seul, non, on est un groupe, on a fait travailler l'intelligence collective, on a pris en compte évidemment tout ce passé que nous remonte à la surface et de façon aussi brillante Iota, ici présente. Et puis, on met les moyens pour réfléchir à la meilleure façon de convaincre effectivement les oligarques que finalement, bah, s'ils gagnaient 1000 fois moins que ce qu'ils gagnent aujourd'hui, ils seraient pas forcément 1000 fois moins moins heureux, pardon. Alors que nous, il faut qu'on gagne un petit peu plus pour avoir la tête hors de l'eau. Et que si on rétablissait certains équilibres, eh bien, ma foi, ça serait pour le bonheur de toute la planète et de tous ses habitants. Et qu'il faut réfléchir à ça ensemble. Et que qu'est-ce qui a changé? Bah, ce qui a changé, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de coercition. Autant de la Grèce antique, on avait les Perses qui venaient pour menacer la Grèce, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit oligarchique ou qu'elle soit démocratique, les Perses mettaient tout le monde d'accord à coup de massue. Hein, ça c'est pas un problème. Et aujourd'hui, justement, c'est qu'on n'a plus ces phénomènes-là. On a une mondialisation réfléchissante. Alors, on n'appelle pas la mondialisation telle que celle que désire Monsieur Schwab, mais on veut une mondialisation des principes, tout simplement. On veut une mondialisation de la reconnaissance de cette démocratie à laquelle nous pouvons prétendre les uns les autres. Et les oligarques devraient pouvoir, à un moment donné, dire, bah oui, on va redistribuer les cartes, hein, on va refaire le jeu et on va tous se mettre ensemble. Parce que ce qui se passe également de très important, c'est la circulation de l'information. Évidemment, on n'a pas parlé d'Internet, mais du temps des Grecs, il n'y avait pas d'Internet. Alors, il y avait des moyens de communication, bien sûr. Il y avait notamment une marine qui permettait d'aller assez vite d'un point à l'autre. En tout cas, c'était là que les Grecs étaient champions. Ils avaient une super marine avec des super bateaux. Ça les a beaucoup aidés. Et aujourd'hui, nous, il faut que, en tant qu'être humain, peuple d'humains ou français, on puisse, avec des outils
digne de ce nom, donc Internet en l'occurrence, faire passer des informations, commencer à distiller ces informations auprès de gens qui ne comprennent pas vraiment ce que c'est que la démocratie, qui ne comprennent pas vraiment qu'il y a des oligarques qui ne veulent pas forcément leur bien. Donc tous ces gens, il faut les réveiller, il faut les informer, et une fois qu'ils seront réveillés et informés, on fera comme Ephialtis, on leur posera la question à 100 sous, un jour, on leur dira, est-ce que vous voulez vraiment être libre? Est-ce que vous voulez vraiment prendre votre destin politique en main? Ou bien est-ce que vous voulez rester entre les mains d'une oligarchie qui va vous transformer en robot, ou que sais-je encore, hein, voilà. Donc c'est ça, les vraies questions, elles sont là, hein. Donc voilà, donc qu'est-ce qui va se passer après la transition? Ce sera le résultat de tous les efforts positifs qu'on aura mis dans la balance pour faire avancer la connaissance tout simplement, la compréhension de ce que c'est que la démocratie, la vraie démocratie évidemment, hein. Et puis la possibilité et la compréhension du fait qu'on peut tous vivre ensemble, que la planète est bien suffisamment grande pour héberger tout le monde, contrairement à ce que certains nous disent, que les épandages dont on a parlé tout à l'heure, il sera bon que le peuple souverain s'en inquiète et aille chercher la vérité par rapport à ce qui s'y passe, et on découvrira forcément des choses, et qu'à un moment donné, évidemment, les corps constitués, en particulier l'armée, la police, la gendarmerie, etc., décident de se mettre du côté du peuple plutôt que de continuer à obéir à des lois illégales, et dont certains se plaignent fortement, que ce soit en face avant, c'est-à-dire en façade devant tout le monde, ou que ce soit en petit comité. Voilà où nous en sommes. Voilà ce qui va se passer. Oui, Bruno. Je voudrais terminer de mon côté mes interventions en rappelant une chose que j'avais déjà dit une fois dans une émission, mais c'est bien de répéter, c'est qu'il y a 40 ans, j'ai rencontré les Indiens Hopi en Arizona, et leur prophétie, avant la naissance d'Internet, leur prophétie disait que quand une toile d'araignée mondiale couvrirait la planète, eh bien, les peuples retrouveraient leur liberté, leur indépendance et leur fierté. Et c'était quelques années avant la création d'Internet. Donc, dans les 3 lettres WWW, ça veut dire la toile d'araignée mondiale. Tout à fait. Oui, Jean-Pierre. Oui, alors j'ai relevé quelques petites choses. Une chose magnifique, enfin que je trouve magnifique, qu'a dit Iota, à savoir que chaque membre du peuple est amené à devenir un vrai citoyen, donc à naître à nouveau en tant que citoyen. Et qui dit naître à nouveau dit connaître, naître avec. Un mot est dit par Philippe, la connaissance. Connaissance, con avec naissance. Donc quand on est à nouveau, effectivement, on peut se permettre de naître avec la vie, avec l'univers, avec tous les êtres de l'univers et avec chaque membre de son peuple. J'ai relevé aussi l'oligarchie modérée. Moi, j'appelle ça la véritable oligarchie, c'est-à-dire le petit pont qui est éclairé et qui éclaire l'humanité, qui transmet les informations et toute forme de richesse. Au lieu de la garder pour elle toute seule, dans ce cas-là, ça n'est plus une oligarchie, comme je l'ai dit l'autre jour, c'est un oligoïsme. Donc, l'oligarchie modérée, merci pour le mot modéré aussi, parce que la modération, c'est ce qu'on fait dans certains groupes, c'est-à-dire que pour que le groupe puisse être en harmonie, il y a un modérateur qui donne la parole à chacun d'une façon équilibrée et qui donne le rythme de la réunion. Donc, merci pour ces mots. Il y a aussi une chose qu'a dit Iota. Elle a dit que chaque membre du peuple, en tant que citoyen, était appelé à se remettre au travail. Évidemment, pour ma part, j'aime bien décomposer le mot travail en sens que vaille. Mais je préfère le mot ouvrage, se remettre à l'ouvrage. Les anciens compagnons, même les compagnons du Tour de France, passent des heures à faire un chef-d'œuvre pour être reconnus par leur père. Et leur seul bonheur, ils n'ont pas de salaire, hein, leur seul bonheur, c'est de faire un chef-d'œuvre. C'est-à-dire de se dépasser soi-même à l'ouvrage pour montrer qu'ils sont capables d'œuvrer pour l'humanité. Voilà ce que c'est un chef-d'œuvre de compagnons. Et ils ont toute mon admiration, ces compagnons qui se mettent à l'ouvrage et qui mettent du cœur à l'ouvrage, rien que pour mettre du cœur à l'ouvrage, sans aucun espoir d'un salaire autre que celui qui leur permet juste de vivre. Alors, merci d'avoir entendu ça. Donc, réalisons tous ensemble, si vous voulez bien, je vous invite et je nous invite à réaliser ce chef-d'œuvre de la transition qui permette à l'humanité enfin de s'épanouir et d'être heureuse de coopérer avec chacun de ses membres. Merci de m'avoir entendu.
Merci pour cette conclusion brillante. On passe la conclusion à Sylvain. Oh là, attention, c'est à moi. Alors très bien, j'y vais, c'est parti. Au Conseil national de transition français canal historique, nous avons opté pour avoir des bases très claires. Oui, une sorte de code de déontologie du bien vivre, une tactique qui attaque toute éthique avec tact. Ça n'a pas été facile à dire, mais je l'ai fait. Autant vous dire que ça, c'est précurseur d'un très bon week-end. Et on va se retrouver justement après le week-end, ce sera lundi, nouvelle émission, La France Libre. Merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci Iota, merci Bruno, merci à vous également. Excellente soirée, bon week-end et à lundi.